Les questions de soutenabilité, c'est bien ça dont il est question aujourd'hui. À quelles conditions notre développement, notre prospérité peut-être, peuvent-ils être soutenables écologiquement? C'est l'enjeu de cette transition. Je vais essayer de vous laisser la parole pour un échange au maximum, mais je vais commencer par cette présentation avec une série de nouvelles librement tirées de l'actualité que je vous laisse découvrir et dont je vous laisse apprécier la mesure. D'abord sur le front de la biodiversité. L'idée, c'est quand même de dire que tout ne va pas mal, contrairement à ce qu'on pourrait parfois penser. Mais quand même, il y a 2 ou 3 petites choses qui sont assez inquiétantes. Je trouve que cette nouvelle qui annonce potentiellement la disparition des singes d'ici 25 à 50 ans est particulièrement frappante. Bien sûr, sur le front du changement climatique, certains tirent leur épingle du jeu. C'est toujours comme ça. Mais ça pose quand même des questions structurelles. Et au-delà de prendre un peu plus de bon temps en terrasse, la question, c'est quel est l'avenir que nous laisserons à nos enfants, bien sûr. Alors, autre bonne nouvelle, le revival du charbon, évidemment, que tout le monde attendait avec grande impatience, en tout cas certains. Il y a juste un petit problème de casting, c'est que quand on y regarde de près, et la source c'est le Sierra Club qui vient de publier une étude à ce sujet la semaine dernière, en réalité, d'ores et déjà aux États-Unis, l'emploi tiré des industries des énergies fossiles, on va dire au sens large du terme, et quel que soit le comparatif choisi, est largement moins important en volume que ce qui se fait dans l'efficacité énergétique et ou les énergies renouvelables. Voilà, donc peut-être qu'il y a un petit problème d'analyse. Là, ce sont les chiffres sur les États-Unis. Tout ça pour vous dire que nous sommes sans doute à un point important, un point de bascule peut-être, dans lequel on voit bien que des forces travaillent la société, travaillent le monde, travaillent à la fois la société civile, les entreprises, les marchés, l'économie, la politique. Certaines de ces forces surgissent dans des moments électoraux qu'on voit en Autriche, qu'on voit aux États-Unis, qu'on a vu en Espagne, en Grèce, qu'on voit aussi en France en ce moment. Et donc beaucoup de symptômes d'un moment qui n'est pas un moment de crise, mais qui est un moment de probablement changement de monde. Et donc forcément, un changement de monde, ça ne peut pas se faire simplement, ça ne peut pas se faire en claquant des doigts, et probablement, ça ne peut pas se faire en douceur. Pour autant, ce que je vais essayer de vous partager, c'est que ce changement de monde, il est indispensable, et encore, le plus vite il viendra, le mieux ce sera. C'est ça un peu l'idée, avec 2-3 sujets. D'abord, un état des lieux. Je vais notamment m'intéresser à la question du climat et de l'énergie. Dans une deuxième partie, on essaiera de voir comment ce qui est peut-être considéré comme une menace constitue aussi une opportunité. Une opportunité, en tout cas, comment des solutions sont envisageables à l'échelle des territoires. Et enfin, je vous ferai en dernière partie un aperçu de quelques initiatives, pas forcément françaises, mais assez nombreuses, qui sont intéressantes parce qu'elles sont inspirantes et elles montrent qu'on peut trouver des voies. Alors, à l'échelle d'individus, d'ONG, d'entreprises, de start-up, des voies innovantes qui n'ont certainement pas l'échelle nécessaire par rapport à ce dont on va parler, mais qui, malgré tout, montrent que quelque chose est possible. Par un état des lieux rapide, je ne vais pas entrer dans les détails, mais retenons que le rythme auquel nous sollicitons les ressources de la planète, qu'elles soient renouvelables ou pas, certaines ne le sont pas. A priori, quand on brûle du pétrole, on ne le retrouvera jamais. Quand on disperse des minerais dans des téléphones portables, on peut se dire qu'on les retrouvera. C'est vrai, en partie, mais sans doute pas tous, parce que la dispersion, c'est la dispersion. Et lutter contre la dispersion, ça coûte très cher. Donc rapatrier tout ça et le réutiliser, c'est compliqué. Le rythme auquel nous allons, c'est qu'en 72, on était à l'époque du choc pétrolier, le Club de Rome demande au MIT un rapport qui lui dit que nous consommons
beaucoup de ressources renouvelables ou non renouvelables, mais à un rythme qui ne compromet pas la capacité de la planète à les régénérer, en tout cas pour celles qui sont renouvelables, et à soutenir l'activité humaine. Selon le Global Footprint Network, désormais nous avons largement dépassé cet indice, ou plutôt ce volume de 100% de ressources naturelles consommées chaque année. Et nous l'aurions dépassé assez largement, puisque selon les estimations, nous serions entre 130 et 150% de consommation de ces ressources annuellement. C'est un peu l'histoire des intérêts et du capital. Quand on vit sur les intérêts, ça va, mais quand on puise dans le capital en plus des intérêts, eh bien le capital finit par ne plus produire d'intérêt. C'est une image, évidemment. Les scientifiques estiment que le phénomène humain, et notamment la démographie très importante que nous connaissons dans cette charnière entre le XXe et le XXIe siècle, fait que l'homme est devenu à lui seul une force géologique qui a la capacité, alors l'homme réuni, l'humanité, qui a la capacité à modifier profondément les écosystèmes, d'où ce concept d'anthropocène qui n'est pas totalement validé aujourd'hui scientifiquement, mais dont le principe, le concept est assez clair et lui extrêmement partagé. Alors évidemment, ça touche tous les domaines, que ce soit les fossiles qu'on brûle à une allure qu'on n'a jamais connue et qui ne s'est jamais interrompue malgré la crise financière. Quand on regarde en tendance, on est bien, et on le verra tout à l'heure, dans une augmentation croissante de la consommation d'énergie fossile. La déforestation, qui elle marque parfois des pauses, comme au Brésil il y a un an, et puis qui est repartie de plus belle en 2016. L'extinction des espèces et des règlements climatiques, on en parlera. Et évidemment, la question c'est qu'allons-nous laisser la partie droite, c'est-à-dire... Est-ce que ça fonctionnait? Non, ça ne fonctionne pas. Si. Voilà. Cette partie qui est ici, la partie jaune, c'est l'Asie-Pacifique. Et donc, vous voyez que si on prend en gros l'Asie-Pacifique, l'Afrique et le Moyen-Orient, voilà, ces trois parties-là, on a à peu près, ici, on a quelque chose qui est plus ou moins stable à très long terme, et ici, on explique l'augmentation très importante depuis les années 90 de consommation de pétrole. Sans surprise, c'est juste pour le montrer et vous rappeler qu'on est à peu près à 93 millions de barils par jour aujourd'hui. Alors la question du pic-oil est débattue. Est-ce qu'on a consommé la moitié des réserves disponibles? Peut-être en 2006, enfin sûrement selon l'Agence internationale de l'énergie, pour ce qui est du pétrole conventionnel, mais il y a le pétrole non conventionnel. On le voit, les schistes bitumineux, les gaz de schiste, etc. Bon, ce qui fait que le pic de pétrole, toutes sources confondues, conventionnelles ou non, serait fixé dans les années 2020 ou 2050. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Ce dont on est certain, c'est que malgré tout, ça coûte de plus en plus cher. Et que quand il y a des moments compliqués, on l'a vu ces 3 dernières années, les compagnies pétrolières coupent les recherches parce que ça coûte extrêmement cher. Et on se retrouve ensuite dans un goulet d'étranglement, ce qui risque d'arriver autour des années 2020, avec peut-être une réaugmentation du prix du pétrole, mais peut-être pas, parce qu'il y a des enjeux politiques derrière, l'histoire nous l'a appris, et que donc c'est un prix qui est très difficile à lire et très difficile surtout à anticiper. Ce qu'on sait de façon certaine, c'est que les réserves, on les consomme prioritairement, on consomme les réserves qui sont les plus facilement accessibles. Et puis celles qui sont plus compliquées, on les garde pour après. Donc ça va être plus compliqué, donc ça va être plus cher, donc moins rentable. Donc si c'est moins rentable, ira-t-on vraiment les chercher? Sur les matériaux en général et les minerais, les métaux, voilà, on a ratissé tout ce qu'on pouvait. Alors on continue évidemment. Là c'est une citation du philosophe Dominique Bourg dans Les Échos, hein, donc pas exactement dans la Gazette des philosophes, mais c'est assez clair aussi. On est face à un petit problème qui est illustré par ces 2 chiffres. 43 millions de tonnes de métaux pour tourner en 1990, 12 ans plus tard, 91 millions de tonnes.
par an. Petite devinette. Si vous aimez l'ananas pain de sucre du Bénin, qui est délicieux, pouvez-vous me dire sa couleur à l'état de maturité? J'ai entendu, c'est ça. C'est vert. Pourtant, jusqu'à décembre dernier, quand il était sur les étals, vous le trouviez jaune. Pourquoi? Parce que les consommateurs, en tout cas dans nos pays, n'achètent pas les fruits verts. Ils pensent que c'est pas mûr. Donc, on le passait à l'étéfon, qui est un produit toxique, extrêmement toxique. Alors, sa peau coriace, a priori, le protège de ce produit, mais c'est juste pour vous montrer à quel niveau d'absurdité on en est rendu. On a un fruit qui est mûr, qui n'a plus besoin de rien, et en fait, on l'asperge d'un produit toxique pour pouvoir le vendre. Bon. Je ne fais pas plus de commentaires que ça, c'est juste une mise en abîme. La question de la biodiversité, bon, les abeilles, tout ça, oui, c'est sympa. Et puis en fait, est-ce que c'est si important que ça? Oui, c'est important. Puis même pour ceux qui pensent que c'est pas important pour les écosystèmes, on a ici des chiffres qui sont très larges. C'est une fourchette très large qui essaie d'évaluer à quel point la dépendance de l'industrie agroalimentaire est forte à la question de la pollinisation. Santé environnement, c'était la grande affaire de l'année 2016 en France, les pics de pollution dans les villes. Le Sénat a commis un rapport à ce sujet. Le coût, c'est 100 milliards d'euros par an. Voilà. Donc, est-ce que c'est rentable de s'attaquer à la pollution? Je renverse la question. Est-ce que c'est rentable de ne rien faire? Et enfin, la question du dérèglement climatique. Voilà. Pour brosser quelques-uns des enjeux. Alors, je suis désolé, c'est un peu anxiogène au début, mais vous allez voir, il y a quand même des raisons d'espérer. Mais il faut quand même regarder les réalités en face, il faut regarder ce que dit la science en face, ce qui parfois n'est pas complètement admis, notamment par les économistes, qui ont tendance à un petit peu forger leurs hypothèses en ne tenant pas compte des réalités physiques du monde, ce qui pose un ou deux problèmes. Alors, selon le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, nous sommes face à un réchauffement planétaire de l'ordre de, si on regarde les travaux qui ont été remis par les États, les engagements qui ont été remis par les États pour les accords de Paris en décembre 2015, pour l'instant de l'ordre de 3,5 degrés à la fin du siècle. Le GIEC dit ce serait bien qu'on ne dépasse pas 2 degrés, parce qu'au-delà de cette limite, frontière, qui n'est pas absolument rigoureuse, peut-être que c'est avant, peut-être que c'est un peu après, mais peut-être que c'est avant. On bascule dans un monde avec des forces d'amplification qui risquent de vraiment changer la donne et de changer les règles de la vie sur Terre. Alors changer les règles de la vie sur Terre, on peut peut-être s'adapter, dans certaines circonstances on l'a déjà fait. La question c'est la vitesse à laquelle ça va. Et nos infrastructures humaines, techniques, politiques, sauront-elles s'adapter à la vitesse à laquelle les choses vont? C'est ça la grande inquiétude. Et puis, l'inquiétude suprême, c'est sauront-elles s'adapter tout court, si ça va trop loin? Juste pour faire un trait d'esprit, je crois que peu d'entreprises, même celles qui ont le plus de succès, se lancent vraiment sur le marché martien. Peut-être tout simplement parce que sur le marché martien, il n'y a personne pour consommer, il n'y a personne pour produire. Voilà. Le risque, à terme, c'est d'essayer de faire du business sur une planète morte. Je ne suis pas sûr que ça marche. En tout cas, pour ceux qui ne raisonneraient que business. Et c'est important de raisonner business. Mais encore faut-il que ce soit faisable. Alors, on va parler de climat. Ici, cette fine couche que vous voyez, elle fait à peu près 100 km de haut. C'est ce qui rend la vie possible sur Terre. Voilà, c'est ça. Entre autres choses, mais notamment ça. C'est ce qui permet de générer naturellement un effet de serre qui rend les températures vivables sur Terre. C'est ce qui crée une atmosphère aussi, qui nous permet de respirer. Voilà, c'est fort utile. Alors, même chose, c'est pas une limite. Il n'y a pas l'atmosphère, puis au-delà... Enfin, c'est pas une limite comme quand on passe en Suisse, par exemple. Voilà, c'est pas un point extrêmement marqué. C'est quelque chose qui est progressif, mais ça fait une centaine de kilomètres de haut.
Et l'effet de serre qui est bénéfique au départ, évidemment, il est accentué du fait des activités humaines et du relâchement de gaz à effet de serre, notamment le CO2, mais pas seulement, le méthane, etc. Vous connaissez sans doute, liés à nos activités, liés à notre consommation d'énergie, liés à nos modes de vie. Cette photo, donc, c'est une photo de la NASA, qui est notamment citée par Al Gore dans ses films. Alors, sur la question du climat, je vous propose de partager ce qu'est l'équation de Kaya. Alors, je ne suis pas mathématicien, je vous préviens, vous l'êtes peut-être, mais pas forcément. L'équation de Kaya, et donc un remerciement à Alain Grandjean et Gaël Giraud qui m'ont cornaqué sur ce sujet, c'est une manière d'illustrer d'où viennent les émissions de CO2 anthropiques, c'est-à-dire issues des activités humaines, en les décomposant. De manière assez logique, vous allez voir, la quantité totale de CO2 émise du fait des activités humaines, c'est le produit d'abord du nombre d'humains sur Terre, logique, multiplié par le revenu par habitant, le revenu moyen par habitant, multiplié lui-même par la quantité d'énergie qu'il faut pour produire du revenu, et enfin par la quantité de CO2 qu'il y a dans les activités de production d'énergie. Ça va ? Voilà. Donc quand on décompose ça, et quand on sait qu'en gros, il faut grosso modo diviser au niveau planétaire, diviser par 3. Chez nous, c'est plutôt par 4. Mais on va retenir le chiffre de 3 au niveau planétaire. Il faut diviser par 3 pour tenir l'accord de Paris. Et donc, rester dans les clous de ce que dit le GIEC, ne pas basculer dans cet inconnu dont je vous parlais tout à l'heure. Pour faire ça, le raisonnement qu'il y a derrière, je pense que vous me voyez venir, c'est de dire à quel élément est-ce qu'on va bien pouvoir s'attaquer. Première hypothèse, on ne travaille que sur la population. Donc, on va passer de 7 milliards à un peu plus de 2 milliards sur Terre. Bon, je vous laisse imaginer la pertinence de cette hypothèse de travail. Enfin, je vous laisse plutôt y réfléchir. Laissons-la de côté. Voyons voir le revenu par habitant. Proposons un grand plan qui consiste à diviser tous les salaires, tous les revenus, pas que les salaires, mais commençons déjà par les salaires, à les diviser par 3. Vous êtes d'accord avec moi pour imaginer que ça va très bien se passer. Autre idée possible. Est-ce que dans notre façon de produire et de consommer, donc, il n'y a pas la possibilité de faire des gains technologiques pour obtenir ce qu'on appelle un découplage, c'est-à-dire faire en sorte qu'à production constante, on consomme moins d'énergie. La réalité, malheureusement, la réalité observée jusqu'à ces dernières années, c'est qu'il n'y a pas, ou très peu, de découplage entre la production de biens et services, d'une part, et la consommation d'énergie, d'autre part. On observe depuis 3 ans un léger décrochage qui laisse entrevoir un espoir. Mais c'est à l'échelle de 3 ans, sachant qu'on n'a rien observé de très, très convaincant pendant des décennies. Donc, nous verrons. Mais cette hypothèse paraît... parier sur cette hypothèse, en tout cas, ou massivement sur cette hypothèse, paraît assez audacieux. Alors évidemment, il reste une possibilité, c'est de convertir massivement l'énergie, et donc de convertir massivement l'économie, en passant aux énergies vertes, ou en consommant moins d'énergie, en faisant de l'efficacité énergétique. Alors évidemment, c'est une idée qui semble, sur le papier, très intéressante. Maintenant, si on s'inspire plutôt des données réelles, qu'est-ce qu'on observe ? Plusieurs choses. D'abord que la tendance à la croissance démographique, elle est de l'ordre de 25% d'ici à 2050. Ça va être compliqué de faire autrement, même si dans les pays d'Afrique, qui sont les principaux concernés par cette croissance, on peut travailler sur le planning familial, on peut travailler sur l'éducation des filles, etc., etc. Il y a plein de choses à faire. Mais
voilà, il y a quand même des forces qui sont à l'œuvre et ça va être compliqué. Revenu par habitant. Alors, x2 d'ici à 2050. Hein. Là, tout est en référence 2050. x2 d'ici à 2050. Bon, c'est ce qu'espèrent les politiques, en se fondant sur une croissance moyenne de 2% par an. C'est un espoir. Alors, je ne sais pas d'abord si c'est le bon espoir, on peut en reparler, et ensuite, je ne sais pas si c'est faisable. On peut exprimer quelques doutes là-dessus. Bon, retenons cette hypothèse. Couplage PIB-énergie, je vous en ai parlé. Il est sage de parier sur une relative stabilité en attendant de voir ce que donneront les phénomènes qui sont à l'œuvre. Et enfin, il reste la question de la transformation du mix énergétique. Là, on parle bien de l'échelle mondiale, hein, pas seulement française. Donc il faut réduire par un facteur de l'ordre de 7, 7,5, l'utilisation, la consommation d'énergie émettrice de gaz à effet de serre. Voilà, ça c'est le défi des énergies renouvelables. Alors, face à ça, certaines, comme Jeremy Rifkin, ont proposé une vision qui est intéressante, qui est celle de la troisième révolution industrielle, qui consiste à dire, on est depuis les années 2000 dans une révolution numérique qui a eu lieu. Elle ne sait pas trop où elle va, mais elle existe, elle est un fait. Et nous sommes à l'orée peut-être d'une révolution écologique dont on sait pourquoi on la veut, on sait où on veut aller, enfin, en tout cas on sait pourquoi on emprunte ce chemin, mais on n'est pas bien sûr de pouvoir la faire advenir, en tout cas aussi vite qu'il faudra. Voilà. Et si on croise les deux, on a quelque part le mariage de l'électron et de la data, donc en tout cas pour ce qui concerne l'électricité, on peut espérer de décentraliser les moyens de production d'énergie, d'être au plus près des besoins, d'équilibrer tout ça, de faire de l'efficacité énergétique, d'avoir des réseaux, des smart grids, des réseaux intelligents, on va en reparler, et avec ça, d'affronter le problème. Voilà, c'est une des pistes. Alors, techniquement, économiquement, sur plein de sujets, cette piste est critiquable. Mais elle est intéressante parce qu'elle permet d'engager la conversation. Et plus que ça. Elle repose sur un certain nombre de piliers. Elle n'est pas qu'industrielle, elle est aussi agricole. Il y a la production, les énergies renouvelables, les bâtiments intelligents, le stockage de l'énergie, la mobilité, l'agriculture et l'alimentation. Voilà. Côté infrastructure numérique, l'essentiel est là, tout est là. Les réseaux, les outils, les usagers, les clients, les consommateurs, la société civile, tout est installé. Il n'y a plus qu'à. La question, c'est de savoir si c'est possible techniquement. Et puis, avec le big data, on a la possibilité de faire du prédictif et de commettre moins d'erreurs qu'avant, peut-être, ou de consommer plus d'énergie. C'est ça la question. Voilà, sur ce concept de révolution industrielle, beaucoup de territoires, là je n'en cite que 3 ici en France, la région, les Hauts-de-France maintenant, la Bretagne, avec la Tine, et les Pays de Loire avec la Tria, ont décidé d'engager clairement le changement. Mais d'autres également, en PACA, Rhône-Alpes, Île-de-France, etc. Et puis c'est un mouvement qui est européen et mondial. Alors, tout ça crée donc, comme je vous le disais, un environnement qui est un peu anxiogène, mais qui renvoie une réalité physique. On a des concepts, on a des idées, on voit à peu près ce qu'il faut cibler. La question, c'est comment on y va et est-ce qu'on a des chances de réussir. Alors à ce stade, je voulais vous partager 4 informations, prises elles aussi dans l'actualité récente, qui permettent de montrer que les choses se dessinent et que quand je vous parlais tout à l'heure d'un point de bascule, il y en a un qui est à peu près certain, c'est le fait que ces sujets ont enfin percé. Ils ont percé dans les têtes, ils ont percé en politique, y compris d'ailleurs dans cette campagne présidentielle en France, dont on peut voir que pour la première fois, elle est assez significativement, pas assez à mon goût, mais assez significativement teintée de ces sujets. C'est pas suffisant, mais au moins c'est pas
le monopole pour, je sais pas, l'insécurité, l'identité nationale, qui sont sûrement des sujets dont il faut traiter, mais qui prennent souvent beaucoup de place. Là, il y a de la place pour ça. C'est vrai en France, c'est vrai dans d'autres pays, fort heureusement. Et puis, il y a eu cet accord de Paris sur le climat en décembre 2015. C'est quand même la première fois que 195 États s'entendent à ce point sur un objectif aussi ambitieux. Pour l'instant, on n'y est pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que la copie qu'ont rendue les États, je vous l'ai dit tout à l'heure, dessine un monde avec un réchauffement de 3,5 degrés. On est très loin de la frontière des 2 degrés à ne pas franchir. Ensuite, parce que, pour certains en tout cas, la copie qu'ils ont rendue est une pure déclaration. Beaucoup d'États ne savent même pas, c'est pas politiquement correct de le dire, mais ne savent même pas pourquoi ils ont mis ce chiffre, le chiffre qu'ils ont mis. Surtout, beaucoup ne savent pas comment ils vont faire. Bon. Au moins, ça dessine un cap. Et surtout, l'accord de Paris a une force de rappel qui, au fil du temps, va engager les États à resserrer davantage les taux. C'est-à-dire que l'effort ne peut qu'être incrémental. Il ne peut pas diminuer. Cela dit, ce n'est pas parce que l'effort est incrémental sur le papier qu'il l'est dans la réalité. Tout le monde le sait. Donc l'enjeu, c'est bien l'exécution. On en est bien d'accord. Disons qu'au moins, l'accord de Paris est là, il est sur la table. Et même symboliquement, il fait référence. On peut s'y référer maintenant. Dans des espaces où il était parfois difficile de traiter de la question énergétique ou de la transition écologique ou énergétique, parce qu'on nous renvoyait beaucoup d'a priori, là au moins on peut renvoyer un accord ratifié, donc il y a l'engagement de 195 États, ça donne de la légitimité à l'action, quand on en a besoin. Quelques chiffres. Le boom des énergies renouvelables, je voulais juste partager une petite info. Aux États-Unis, le dimanche 26 février, alors dans la partie ouest des États-Unis, une partie qui concerne 14 États, en pointe, hein, donc c'est vraiment à un moment donné, donc c'est vraiment, on regarde la petite, une info très chirurgicale, l'électricité issue du vent, donc consommée issue du vent à 50% pendant quelques minutes. Voilà, dans un pays qui est quand même très dépendant, par exemple au charbon, pour son électricité. C'est une information intéressante. C'est un pic qui n'a jamais été atteint dans cette zone. En France, l'an dernier, une croissance non seulement à 2 chiffres, mais doublement à 2 chiffres, plus 20% pour l'alimentation bio. On est toujours très bas, mais les chiffres de l'augmentation sont importants et ont tendance à accélérer depuis quelques années. Donc il y a un mouvement qui s'opère et un mouvement de conversion aussi de l'agriculture, avec beaucoup d'agriculteurs qui choisissent d'entrer dans une agriculture plus raisonnée, voire sans pesticides. C'est compliqué, mais beaucoup s'y engagent. Le boom des énergies renouvelables, j'en ai parlé, et le retour de la voiture électrique, avec 100 000 véhicules et 122 000 bornes de recharge, ça c'est le parc français, et des prévisions de développement qui sont extrêmement importantes. La question étant de savoir quel sera l'usage de ces voitures. Parce que si c'est pour remplacer une voiture qui fonctionne très bien à essence, donc pas trop de particules fines, et qui consomme peu, ça n'a pas grand sens. Si vous avez une voiture qui consomme 3 litres au 100 et qui tourne à l'essence, gardez-la. En revanche, si vous avez un Hummer qui bouffe 30 litres au 100 et qui fonctionne au diesel, et que vous devez changer, et que vous acceptez de lâcher un gros machin pour une petite voiture électrique, partagée en plus avec vos voisins, là ça peut avoir du sens. Bon, je sais, ça fait beaucoup de conditions. Mais donc voilà, comme le dit Al Gore, nous sommes aux portes de l'enfer ou d'un monde d'opportunités. Que choisirons-nous ? Que choisirons-nous collectivement ? Alors, certains ont déjà pris des décisions et certains ont déjà choisi. Je voulais vous partager ici quelques projets qui ont cours avec un fort ADN territorial, souvent. C'est le cas, et ici en Bretagne, on est concerné évidemment, à quelques kilomètres d'ici. C'est le cas de ce grand projet de 6 parcs d'éoliennes offshore, dont la rentabilité ne sera pas simple à démontrer, soyons clairs, on le sait. Mais quand même, avec des niveaux de puissance affichés qui sont absolument phénoménaux.
Des investissements importants, une filière qui bouge, des emplois à la clé. Alors 2000 dans les énergies marines renouvelables à ce stade, c'est l'estimation qui est donnée à ce jour. Peut-être 5000, 10 000, 20 000 à terme. On verra. C'est pas beaucoup, mais ce sont des emplois assez innovants, avec des niveaux de formation et de compétences intéressants. Et puis, ce sont des infrastructures qui sont là pour durer. Un autre exemple, les smart grids, les réseaux électriques intelligents. Ici, il y a un projet, j'allais dire transfrontalier. Je sais que ça intéresse certaines personnes ici. Pays de Loire, Bretagne sont associés au sein du projet SMILE, qui n'est pas qu'un projet, puisque c'est déjà une réalisation en cours, dont l'objectif est d'embarquer un grand nombre d'acteurs et de travailler aussi bien sur la mobilité que sur le bâtiment, sur des projets collectifs qui relèvent tant de la technologie que de l'usage. C'est ce qui est intéressant aussi. On n'est pas juste dans une approche strictement technologique, même si sa composante est forcément très importante. Il y a des expérimentations également en Vendée, il y en a à Lyon, il y en a en PACA. Voilà. Enfin, il y en a un peu partout. C'est un sujet important, puisqu'à partir du moment où on décentralise la production d'énergie, eh bien, on complexifie la balance, l'équilibre qu'il faut obtenir à tout instant entre la production et la consommation d'énergie. C'est plus facile quand on a quelques grosses sources de production centralisées. Oui, mais bon, comme on a décidé qu'il fallait décentraliser et faire du renouvelable, eh bien, c'est là aujourd'hui la donnée du problème. Comment on fait avec ça pour que le réseau aille dans les deux sens? Surtout que désormais, on peut en France auto-consommer ce qu'on produit quand on est un particulier, une entreprise, un centre commercial, par exemple, et que ça pose d'autres problématiques. Ça pose des problématiques techniques, ça pose des problématiques d'infrastructure, ça pose des problématiques d'équipe du réseau, ça pose des problématiques économiques, réglementaires, etc., fiscales également. Voilà, mais au moins, on avance. C'est-à-dire que c'est aussi en avançant qu'on trouve des solutions. On n'a pas forcément la solution parfaite immédiatement, mais au moins on cherche. Et dans un pays d'ingénieurs qui a tendance à considérer qu'il faut d'abord conceptualiser à la perfection et ensuite lancer les projets, je trouve intéressant de voir que, bien sûr, il y a toujours ce travail qui est fait en amont, mais il y a aussi cette idée de se jeter un peu à l'eau, pas en faisant n'importe quoi, mais en se disant que c'est aussi en avançant qu'on va apprendre. Bâtiment à énergie positive, bon, un exemple parmi d'autres à Lyon. Ce qui me semble intéressant dans cet exemple Icari, c'est cette notion de solidarité énergétique d'un bâtiment à l'autre. On n'est plus seulement dans la logique d'un bâtiment qui va essayer de consommer moins à la fois parce que, en gros, son enveloppe va être pensée différemment, parce que ses usages vont être plus cohérents, de produire lui-même autant qu'il peut ce qu'il consomme, en faisant appel à des énergies renouvelables, peut-être demain à des façades photovoltaïques, certaines sont déjà installées, ou à des fenêtres qui vont pouvoir produire de l'énergie. Mais supposons, notamment pour les bâtiments neufs, qu'on entre dans des logiques de bâtiments énergie positive, qu'est-ce qu'on fait de cette énergie? Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas appuyer l'effort énergétique d'un bâtiment voisin qui, lui, est plus vétuste et dont le potentiel d'équilibrage entre ses besoins et sa capacité à produire de l'énergie est plus faible. Voilà, cette notion de solidarité énergétique me semblait intéressante. Évidemment, tout ça, alors je le dis là, mais ça vaut pour tout. Tout ça fonctionne une fois qu'on a d'abord envisagé la question de la sobriété. C'est de comment faire, dans un premier temps, autant avec moins. Et puis ensuite, on voit comment on produit plus pour générer du surplus. Sur le plan alimentaire et agricole, une initiative intéressante à Albi. Alors le Tarn est déjà un département très positif en production agricole. Il produit beaucoup plus qu'il ne consomme. C'est un grenier. Mais l'idée dans la ville d'Albi, c'est de pousser le concept le plus loin possible pour que la ville s'approvisionne globalement dans un rayon de 60 km. Pour soutenir l'économie locale,
pour donc faire des circuits courts, pour dépenser moins d'énergie, dans les transports notamment, et avec l'espoir que ça va créer plus d'emplois et les fixer sur le territoire. Et donc fixer aussi de la richesse sur le territoire. Et accessoirement, permettre au territoire d'être plus résilient en cas de choc externe, qui peut être un choc financier, un choc économique, un choc social, un choc climatique. Enfin, vous voyez, les chocs peuvent venir d'un peu partout. Il n'y a pas que les chocs climatiques. Et les chocs financiers, on sait ce que c'est. Et d'ailleurs, on attend le prochain. Pour bientôt, sans doute. Alors, pas très loin d'ici, à Rennes, il y a eu une étude très intéressante, menée par des chercheurs, notamment à l'initiative d'AgroCampus Ouest, sur le concept de ville vivrière. Dans quelle mesure Rennes était-elle capable de produire son autosuffisance alimentaire, d'organiser son autosuffisance alimentaire, en revoyant certaines choses côté production et côté consommation aussi. Côté consommation, alors le détail vous intéressera peut-être pas, mais par exemple, côté consommation, bah évidemment plus de légumes, un peu moins de fruits, moins de viande, un peu plus d'œufs. Voilà, en gros, donc petite modification quand même du régime alimentaire des Rennais. Et puis, quelques idées. Par exemple, que les parcs et jardins pourraient être consacrés à la production de fruits secs. Entre autres, pas que, mais qu'on pourrait y voir des noyers, des noisetiers, entre autres. Qu'une ceinture alimentaire serait préservée en périphérie directe de la ville pour faire de l'agriculture non pas intra-urbaine, mais périurbaine. Voilà, mais en grande proximité quand même. Voilà quelques idées qui sont reprises. Et ce concept d'autonomie alimentaire pour les villes, que ce soit Albi, que ce soit Rennes ou d'autres villes qui réfléchissent, est un concept qui est de plus en plus en vogue. Parce que tout le monde voit bien l'intérêt de se rapprocher du monde agricole qui en a cruellement besoin, de l'aider aussi à faire sa transition en lui donnant de la visibilité sur ses débouchés. C'est plus facile d'avoir de la visibilité et de discuter et négocier avec des gens qui habitent dans votre voisinage, d'aller négocier pour les cantines des écoles, d'aller négocier pour les événements, d'aller négocier pour les restaurants d'entreprise, tout ça c'est plus facile. Après c'est compliqué parce que ça remet en cause et ça rebat les cartes des circuits de distribution et donc des enjeux économiques habituels. San Francisco, la ville s'était engagée, elle, dans un projet zéro déchet. Elle n'y est pas encore, mais elle estime que 80% de ce qui est rejeté est réutilisé. De ce qui est jeté est utilisé. Donc déjà, 80%, il n'y a plus de déchets à San Francisco. C'est vrai de plein de choses très matérielles, mais c'est vrai aussi du compost. Vous avez peut-être vu cette scène dans le film Demain, où un agent de la ville de San Francisco plonge ses mains dans le compost brûlant, en rappelant que dans cette poignée organique, il y a à peu près autant de particules vivantes que d'êtres humains sur Terre. 7 milliards dans une poignée. Et voilà, et c'est un terreau extrêmement fertile qui est très demandé par l'ensemble du monde agricole aux alentours de la ville, de la métropole de San Francisco. Alors, tout ça, je vous l'ai dit, ça produit aussi des modèles économiques plus résilients. Je ne sais pas si on voit bien, donc évidemment, innovation brevet, ça c'est une évidence. Et donc il faut des compétences. C'est générateur d'emplois. Allons jusqu'au bout de l'idée, c'est aussi destructeur d'emplois, évidemment. On ne peut pas faire une transition économique sans détruire ce qu'il y avait avant, au moins en partie. Je cite de nouveau Al Gore qui disait « La première chose que nous devons aux salariés de l'industrie du charbon, c'est le respect. Ils ont contribué à bâtir la nation. » C'est un discours qu'on n'entend pas beaucoup en France. Je pense que quand on commence par reconnaître que des gens qui ont sué, qui ont travaillé et qui ont gagné leur vie dans les industries fossiles ne sont pas coupables de leur vie. Si on commence par ça, par cette reconnaissance, et qu'on dit mais maintenant le monde change et nous avons décidé de changer, évidemment,
Donc là, ça va être compliqué parce qu'il y a des pans entiers de l'économie qui vont tomber, mais on peut imaginer que la transition soit aussi une transition sociale. Et qu'on essaye de voir comment on ne laisse personne, ou le moins possible, au bord du chemin. C'est ça le sens de cette phrase d'Al Gore, c'est pour ça que je vous la restitue. Donc en matière d'emploi, très difficile à chiffrer, il y a un scénario de l'ADEME qui envisage d'ici à 2050 une création nette de 800 000 à 900 000 emplois, grâce à la transition énergétique uniquement. Bon, c'est un scénario qui est très discuté, très controversé. On observe quand même à des échelles plus réduites, par exemple c'est un chiffre Enerplan. Enerplan dit que dans la filière photovoltaïque qui a beaucoup souffert, entre 2016 et 2023, on pourrait recréer 10 000 à 16 000 emplois, en fonction des hypothèses de redéveloppement de la filière qui sont en cours aujourd'hui, et a priori sur des bases plus saines que ce qui avait eu lieu dans le passé. L'autonomie, très important. L'autonomie, ça va avec la résilience, c'est cette capacité à vivre de nos propres ressources avant que de dépendre de ressources, y compris financières, qui sont à l'extérieur. Et donc évidemment, dans une économie qui se redensifie localement, qui refixe des circuits de production, de consommation, de distribution, donc de la formation, des échanges, de la valeur ajoutée, des revenus, des dividendes, etc., localement, eh bien, on se retrouve avec une économie qui s'intensifie localement et qui peut retrouver de l'air, y compris dans des territoires où c'est compliqué. Et puis c'est aussi du lien social parce que vous le voyez parfois sur des projets de fermes photovoltaïques ou éoliennes, les citoyens aiment bien aussi, pour certains en tout cas, consacrer une partie de leur épargne à ces projets qui naissent à côté de chez eux. Voilà, ils s'en sentent un petit peu copropriétaires, d'ailleurs statutairement c'est ce qu'ils sont, mais ils s'en sentent aussi redevables. Du coup, on fait passer les messages sur les économies d'énergie plus facilement, parce qu'ils sont partie prenante de cette affaire. Et puis, non négligeable, les recettes fiscales. Pour la filière photovoltaïque, j'en parlais tout à l'heure, c'est un petit focus, hein, il n'y a pas qu'elle. Une estimation serait qu'aux alentours de 2023, je reprends cette année cible, il y aurait 183 millions d'euros de recettes fiscales supplémentaires générées par cette industrie pour les collectivités locales en France. Voilà. Alors évidemment, s'il y a aussi de la destruction de valeur de l'ancien monde parallèlement, il faudra mettre ça en regard. La transition se joue donc localement. Ça part d'abord du local de toute façon. On ne peut pas traiter de tous les sujets de la planète à nous tout seuls. Et donc je vous rappelle qu'il existe des réseaux qui regroupent les principales régions du monde. Le R20, fondé par Schwarzenegger, dont l'Île-de-France fait partie. Le réseau C40, alors ça c'est les très grandes villes, mais il y a aussi le réseau Smart Cities pour les métropoles. Je ne sais plus si Rennes en fait partie. Je crois que Nantes en fait partie. Voilà, donc des réseaux existent qui essaient de fédérer les énergies, de faire passer les bonnes pratiques et pour tous de gagner du temps. Au rayon des bonnes nouvelles, en tout cas des nouvelles intéressantes, quelques projets, eux aussi ancrés dans leur paysage local. Je commence par Combraille Durable, qui est un projet rural mené par vraiment des citoyens ordinaires qui ont décidé, en Auvergne, pas très loin de Clermont-Ferrand, d'abord d'équiper une toiture de panneaux photovoltaïques. Toiture qu'il fallait refaire. Ils ont proposé que ce soit fait de cette façon. Du coup, une société coopérative, a été créée. Et puis de fil en aiguille, c'est un toit, puis 2, puis 5, puis 10, puis 20, etc. qui sont équipés. Je crois que le projet compte à peu près 80 centrales maintenant, alors petite taille ou moyenne, et à des projets de développement. Ça mobilise l'épargne locale, ça crée des emplois nouveaux, ça permet de redonner de la vie et des moyens de production aussi et de consommation dans des zones rurales. Et puis tout simplement, ça montre que la ruralité, elle est aussi aux avant-postes, alors que elle a souvent le sentiment d'être un peu laissée pour compte. Les supermarchés coopératifs, vous connaissez peut-être le concept de la Louve à Paris, qui est lui-même inspiré
d'une idée de Brooklyn, une idée qui est plus qu'une idée, puisque c'est une grande surface alimentaire coopérative au sein même de Brooklyn. Elle existe depuis 30 ou 40 ans. Les coopérateurs, les clients, donnent 2 à 3 heures de leur temps chaque mois, par famille. Une famille donne 2 à 3 heures pour tenir la caisse, pour faire du rayonnage, etc. etc. Alors ça crée moins d'emplois qu'un supermarché habituel, de ce fait, mais les emplois sont mieux payés, puisqu'ils y sont attentifs, et les prix sont inférieurs de 15 à 20% à ce qu'on observe dans le commerce alimentaire bio. Parce que l'idée, c'est de faire du local et du bio. La Louve, qui ouvre à Paris, a fait tâche d'huile avec un projet qui est en cours de financement à Nantes, qui a fait un financement participatif avec succès, qui s'appelle Scopelli. Mais il y a aussi, j'ai oublié son nom, il y en a un à Lille, il y a un projet à Bordeaux, je crois qu'il y a un projet à Rennes, il y a un projet à Toulouse, et puis il y en a sûrement d'autres. Voilà, ça ce sont des projets assez structurants, même si vous me direz, un magasin à l'échelle d'une ville, à côté de l'offre de grande surface, c'est peu de choses. Oui, c'est le début, c'est la première marche. Avant d'aller à la deuxième, il faut passer par la première. Un projet que vous connaissez peut-être et sur lequel je n'aurai pas de prétention technique, surtout face à l'auditoire que vous représentez, c'est le réseau de froid de Paris. Très intéressant puisque ça consiste à aller chercher la fraîcheur de la Seine qui peut atteindre, alors pendant une période assez courte de l'année, je crois 6 semaines à peu près, qui peut atteindre une température vraiment faible, de l'ordre de 3 à 5 degrés. Et de là, créer un réseau réfrigérant, on va dire low-tech. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin derrière de consommer beaucoup d'énergie pour acheminer cette fraîcheur. Par exemple, jusqu'au musée du Quai Branly, qui bénéficie d'une climatisation naturelle de ce fait. Et puis, quand la Seine est un peu plus chaude ou un peu moins froide, eh bien, on a un système mixte qui récupère la fraîcheur naturelle et qui est complété par des circuits qui, eux, consomment de l'énergie ou un peu plus d'énergie, évidemment. Mais ça peut quand même réduire la facture énergétique de l'ordre de 50% dans certaines configurations. Voilà, donc il y a du génie humain, à n'en pas douter, il y a des solutions. La question, c'est de les faire passer à l'échelle. Et là, je vous ai montré des choses plutôt low-tech, volontairement, pour montrer que la transition énergétique, elle peut être innovante sans être que techno. Là, je passe à des choses un peu plus techno. J'ai parlé de certaines. Ici, Nayo Technologies, une entreprise qui travaille avec le monde agricole, avec des robots, du logiciel, des modèles prédictifs. Modèles prédictifs qui sont très importants, notamment pour tout ce qui relève de la météo. Quand vous faites de la bio, des fruits, c'est très compliqué de faire des fruits en bio. Il faut quasiment connaître, anticiper les événements climatiques à la minute près. On a peu droit à l'erreur. On n'a pas beaucoup parlé jusque-là de mobilité. Alors la Google Car, c'est un projet qui est dans les cartons, au sens, en tout cas, de la voiture elle-même, puisque Google a annoncé qu'il ne produirait pas de voiture. En revanche, tout le génie logiciel qu'il y a derrière, lui, est bien à l'œuvre et en coopération avec des constructeurs automobiles. Il y a un scénario de l'OCDE qui dit que si on avance comme c'est prévu, ou disons comme c'est annoncé, ce qui est à vérifier évidemment, l'automobile pourrait demain voir sa part, son volume réduit dans les villes de 90%. Puisque entre l'automobile partagée, électrique, intelligente, sans chauffeur, connectée, tout ce que vous voulez, pourquoi conserver des voitures qui restent à l'arrêt pendant 95% de leur temps de vie? En fait, il n'y a plus besoin de ces 95%. Donc tout simplement, on les fait sauter en créant des systèmes de wagonnets, entre guillemets, bref, d'automobiles qui s'insèrent automatiquement dans le trafic en fonction de la demande, heure de pointe, heure creuse, etc. Et ce qui libérera notamment beaucoup d'espaces de stationnement.
Alors beaucoup d'espaces de voirie déjà, puisque le trafic serait très optimisé, je reste au conditionnel, et de stationnement, puisqu'il y aurait besoin de beaucoup moins de voitures. C'est une mauvaise nouvelle pour l'industrie automobile, quoique, mais c'est une bonne nouvelle pour les villes, c'est une bonne nouvelle peut-être aussi pour le budget des ménages, c'est en tout cas une très bonne nouvelle pour les émissions de gaz à effet de serre. La techno et nos capacités numériques, capacités de calcul sont mises à contribution dans des domaines prédictifs, je l'ai dit. L'un de ces modèles prédictifs, c'est celui du GIEC que je citais tout à l'heure. Quand il s'agit de bâtir des scénarios prospectifs sur l'évolution du climat et des températures terrestres, qui sont devenus, avec les accords de Paris, en réalité une vraie feuille de route politique. C'est pas rien. Il faut que ce soit solide. Les modèles sont solides, ils tiennent. Quand le GIEC teste a posteriori les hypothèses que l'on connaît, qui se sont réalisées sur ces vieux modèles, on s'aperçoit que les vieux modèles fonctionnent bien. Et puis la plupart des tendances qui avaient été annoncées ont été observées. Ça, c'est grâce à la puissance de calcul. Et comme celle-ci augmente, qu'on peut y injecter plus de prédictifs maintenant, on peut imaginer que les choses vont s'affiner et qu'on saura mieux anticiper ou comprendre, en tout cas, ce qui nous arrive. Je cite quelques startups. Blablacar, qui, après 10 années de labeur intense, a commencé à vraiment connaître un grand succès dans le domaine du covoiturage, avec un effet sur les émissions de gaz à effet de serre qui est assez difficile à mesurer. Il existe. Il n'est probablement pas aussi fort que ce qu'on aurait pu attendre, mais il existe et des études sont en cours. En tout cas, une chose paraît assez claire, c'est que quand le réseau de trains régionaux ou interrégionaux est défaillant, parfois il ne reste plus que ça. Voilà. Ou ne pas se déplacer. Carnot Computing, j'aime beaucoup cette entreprise qui fait deux choses à la fois. Ce que vous voyez ici, la dalle noire, c'est, on pourrait penser à un radiateur, c'est surtout une unité centrale qui brasse de la donnée pour les clients de l'entreprise qui lui donne de la donnée à brasser. Donc c'est du calcul distribué, du calcul décentralisé. Ce faisant, cette unité centrale qui a été designée pour pouvoir prendre sa place dans un salon, eh bien chauffe le salon. Et donc on produit d'un côté du calcul et de l'autre de la chaleur. Je trouve cette idée absolument bête comme chou, comme on dit, et pourtant révolutionnaire. Aux Pays-Bas, Current a adapté la notion de box, qu'on connaît bien chez nous, notamment pour l'Internet, à la question de l'énergie, avec la possibilité de gérer, en fonction des disponibilités électriques du voisinage, qui produit localement de l'électricité, de gérer la mise en route du lave-linge, du lave-vaisselle, de tel ou tel appareil qui n'a pas besoin de tourner nécessairement à une heure fixe, mais qui peut s'adapter aux disponibilités de l'offre énergétique. Un clin d'œil aussi à Base Impact, qui n'est pas une entreprise, mais une ONG, portée par Paul Duhan, petit génie informatique qui a décidé de mettre les modèles prédictifs au service du service public. Les hôpitaux, Pôle emploi en France, aux États-Unis aussi. Et donc d'aider le politique, d'une façon générale, ou tout ce qui relève de la sphère politique ou service public, à prendre les meilleures décisions pour optimiser ces décisions en fonction de critères énergétiques, économiques, etc. Et enfin, Fairphone. Fairphone, c'est une ONG et une entreprise qui propose un téléphone mobile modulaire. L'objectif, c'est que le téléphone mobile tienne jusqu'à 5 ans.
C'est l'objectif qui sont fixés, au moins 3 ans et jusqu'à 5 ans. Quand on sait que nous, quand ça tient 1 an ou 2, c'est déjà un miracle. Donc leur premier motif, c'est de lutter contre l'obsolescence programmée, tout en respectant une filière socialement équitable, notamment pour les industries extractives qui alimentent les différentes pièces, les composants du téléphone. Le téléphone est démontable, il est réparable, il est recyclable. Et voilà, pour l'instant, ils ont vendu 130 000 téléphones, Fairphone 1, Fairphone 2. Leur idée, c'est de démontrer que le modèle est possible et qu'on peut commander des pièces détachées, garder son téléphone le plus longtemps possible. Leur projet ultime étant que quand on achète un Fairphone, on n'achète plus de téléphone de la vie. Une seule fois dans sa vie. Alors, pour l'instant, c'est un idéal. Mais cette approche est intéressante et l'analyse de cycle de vie montre que si ce défi des 3 à 5 ans est tenu, les émissions de gaz à effet de serre seraient réduites à leur échelle de 30%. Alors ce n'est pas encore un facteur 7,5 sur la consommation d'énergie dont je parlais tout à l'heure, ce n'est pas un facteur 3 sur les émissions de gaz à effet de serre, mais bon, 30% c'est quand même significatif. Voilà, numérique et écologie, un mariage de raison, à une condition toutefois, et si vous le permettez, c'est ma conclusion, c'est que la technologie ne peut suffire en elle-même. Vous connaissez sans doute la notion d'effet rebond qui fait que quand on améliore les choses, quand on les optimise, et bien souvent derrière, l'usage s'intensifie et donc gomme quasiment instantanément tous les efforts qu'on a réussi à accomplir. C'est une vraie question. C'est pour ça que la notion de low-tech est intéressante. Et puis, après tout, même en étant low-tech, on peut être absolument génial. Il n'y a pas de contradiction à ça. Je veux dire, si c'était qu'une question de statut social, on peut dire qu'on trouve des choses extraordinaires en faisant du low-tech. Il y a quelques années, de tout ça, on ne savait pas grand-chose. Et quand on ne sait pas, on ne peut pas agir. Mais si on avait su, probablement qu'on n'aurait pas eu de solution. En tout cas, qu'on ne les voyait pas. Et puis, depuis 15-20 ans, collectivement, on a appris tout ça. On a commencé à comprendre, à tout emboîter. Donc maintenant, on sait. Sauf qu'avant, on ne savait pas comment faire. Et là, ce que j'essaie de partager avec vous, c'est qu'on a beaucoup d'idées de solutions locales ou pas, techniques ou pas, humaines, économiques, qui sont créatrices d'emplois. Donc maintenant, on sait, et on sait quoi faire. Il ne reste plus qu'une question, c'est allons-nous faire. Merci. Un certain nombre d'entre vous ont des questions, donc voilà, dans la salle, il y a sûrement des questions. C'est toujours la première qui est la plus difficile. Est-ce que vous connaissez le compte épargne CO2 C'est aussi un projet de territoire qui était J'en ai entendu parler puisque le journal dont j'avais la charge avait fait un petit partenariat avec, peut-être les connaissez-vous, en êtes-vous vous-même, avec les porteurs de ce projet. Mais oui, c'est intéressant, vous pouvez nous en parler. Vous en parlerez mieux que quiconque. Non, mais l'idée c'est de monétiser pour que ça marche au niveau carbone, c'est de monétiser le carbone et de lui donner une valeur et de faire une sorte de troc avec une nouvelle monnaie avec les institutionnels, les entreprises et aussi les agriculteurs. C'est porté par un mouvement, on a voulu développer un incubateur avec le groupe 450 et il y aura des entreprises qui peuvent donner. L'idée c'est en faisant des actions chez soi, par exemple achetant du double vitrage, on a quelques kilos carbone qu'on peut monnayer comme ça, un ticket TGV avec la SNCF. Pardon. Oui, vous monétisez le CO2 évité, en fait. Voilà. Une idée sans doute pas simple à mettre en œuvre, mais j'ajoute une idée qui circule de plus en plus. Elle avait été évoquée il y a une dizaine d'années, puis elle était un peu passée aux oubliettes, et là elle ressurgit depuis quelques mois en tout cas.
chez certains universitaires, entrepreneurs, financiers avec lesquels j'ai pu discuter, c'est l'évolution vers une carte carbone individualisée, qui peut être à la fois intéressante et terrifiante, qui consisterait à dire que chaque être humain serait doté d'un budget carbone à ne pas dépasser, puisque de toute façon, l'humanité, si on veut ne pas dépasser les 2 degrés de réchauffement, aujourd'hui, elle est officiellement dotée d'un budget carbone, pas plus, d'ici à 2050. Donc, pour maximiser les chances d'y arriver, d'imprimer une contrainte, voilà, au niveau individuel. Alors, outre toutes les questions philosophiques que ça pose, je me permets d'émettre une remarque, en tout cas une question. Je crois qu'il y a eu un système, il y a toujours un système sur les quotas de CO2 dont on a pu voir qu'il était appliqué, en tout cas en Europe, de manière très peu directive, en tout cas très peu coercitive. Je ne sais pas si la carte carbone pourrait fonctionner, mais la question c'est serait-elle appliquée de façon aussi coercitive que ça l'a été et de façon donc aussi peu efficace. Voilà. Donc en tout cas cette idée ressurgit. Une autre remarque ou une question ? Concernant la transition écologique repose sur l'utilisation des data. Et on sait quand même que les services informatiques, alors vous avez parlé de kernel computing qui est une solution intéressante, mais consomment beaucoup d'énergie concernant le refroidissement. Et je me demandais si dans les scénarios qui sont envisagés, je vous avoue que je connais assez mal la question, l'augmentation de la part d'énergie, donc de CO2, est prise en compte dans les modèles futurs qui peuvent éventuellement utiliser ces solutions numériques au service de la transition énergétique. Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est assez clair. On parle en gros d'une partie de l'effet rebond, en tout cas, que j'évoquais tout à l'heure, et puis de toute l'énergie cachée. Il est évident que si la révolution numérique et technologique n'est là que pour donner lieu à une utilisation incontrôlée et à des usages incontrôlés sous couvert d'économie verte, on ne va pas aller beaucoup plus loin que la bonne conscience. C'est pas possible. Le web consomme une partie non négligeable. J'ai pas le chiffre en tête, je pourrais vérifier, mais je préfère pas dire de bêtises. Je crois que c'est de l'ordre de 5 à 6%. Voilà, de l'énergie produite mondialement, ce qui est considérable. À titre d'illustration, le transport aérien se situe entre 3 et 4%. Mais lui-même en très forte hausse et pourrait atteindre 10% à terme. Donc tout ça est très clair. Après, est-ce que les géants du net vont réussir à entrer à bâtir des infrastructures qui consommeront peu d'énergie parce que une partie des serveurs seront, je sais pas moi, en Alaska, par exemple. Il reste pas moins que c'est quand même une industrie qui est extrêmement consommatrice de matériel. C'est du hardware avant tout. Beaucoup de hardware, avec une nécessité de renouveler ce hardware très régulièrement. Et malheureusement, ce hardware lui-même, il est très consommateur d'énergie pour sa production. L'empreinte énergétique de l'industrie numérique est colossale à la production. Quand Fairphone essaie de travailler sur son empreinte écologique et sur son cycle de vie de produit, le principal obstacle auquel ils sont confrontés, c'est que les fabricants de puces, il y en a 4 dans le monde, et que si vous voulez modifier radicalement l'empreinte énergétique de la technologie du téléphone mobile, il faut retravailler la copie à la source. Or, aujourd'hui, ces industries et ces 4 grands manufacturiers
ne sont pas guidés par la transition écologique. C'est pas ça qui les intéresse. C'est pas ça leur plan de développement pour les années à venir. Leur plan de développement, c'est pas ça. C'est un plan quantitatif qui répond à une exigence actionnariale. C'est pas une critique, c'est un fait. Donc leur plan de marche, c'est ça. Donc quand vous avez un Fairphone qui arrive avec ses illusions, avec ses idées révolutionnaires, ben forcément il entre en télescopage avec des business plans qui n'ont pas du tout prévu ça. Donc ils sont obligés d'aller parfois discuter avec des sous-traitants de rang 2 pour voir dans quelle mesure des choses sont envisageables. Alors pas sur les puces, mais sur d'autres éléments du téléphone, sont envisageables sur des chaînes de production qui sont d'importance moindre ou sur lesquelles les enjeux financiers sont moins importants. Et malheureusement, ça c'est un frein parce que on peut douter du fait que la transition énergétique soit un vrai souci pour Apple. Je pense que le vrai souci pour Apple, c'est de vendre plus de téléphones, plus de tablettes, plus d'ordinateurs et plus de musique. Et donc derrière tout ça, il y a de la consommation d'énergie massive, croissante, et vous, comme sur le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, et massivement fossile aujourd'hui. Les énergies renouvelables, c'est une fraction très très faible, 1 à 2% de la production d'énergie dans le monde. Alors heureusement, je mets l'hydraulique de côté, hein. L'hydraulique compte aussi évidemment. Mais voilà, donc tout ça est en devenir, et en fait quand je parlais tout à l'heure de point de bascule, on sent bien qu'on est dans une espèce de point de bascule humain, c'est-à-dire que la compréhension des enjeux est là, probablement pas tous, mais la capacité des sociétés à prendre le pli de la transition énergétique écologique est là, je pense, avec un projet de société porté par des hommes, des femmes politiques qui chercheraient à inclure plutôt qu'à exclure, à montrer tout ce qu'il y a à construire plutôt qu'à détruire, à être dans l'espérance plutôt que dans le rejet, enfin tout ce qu'on veut. Je pense qu'il y aurait la capacité à emmener la population sur ce type de projet. Et c'est vraiment la bonne nouvelle. Et c'est ce point de bascule que vous sentez, j'espère, aussi dans vos environnements personnels et professionnels. Ça me remplit d'espoir. Mais face à ça, il y a aussi des forces de résistance et objectivement des lobbies extrêmement conservateurs qui entendent défendre leur position jusqu'au dernier euro. Et je dirais que c'est humain. Voilà. En tout cas, il vaut mieux en avoir conscience que d'imaginer que les gens vont plier ou changer d'avis comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Regardez ce qui s'est passé dans l'industrie de la cigarette. Combien d'années, de dizaines d'années, il a fallu avant que la toxicité du tabac soit officiellement reconnue. Souvent, les pétroliers, Exxon, BP, Shell, d'autres, savaient depuis très longtemps, et bien avant la science publique elle-même, qu'il y avait un problème avec le climat. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit, et ils ont même tout fait pour que ça ne se sache pas. Quand on parle du glyphosate au sein de Monsanto, la première réaction, c'est de cacher ce qu'on découvre. C'est pas de l'annoncer et de l'assumer. Donc, malheureusement, les résistances, pour des tas de raisons, bonnes ou mauvaises, sont là, et elles sont fortes. Et l'ampleur des phénomènes climatiques, mais plus généralement sur la biodiversité, sur les ressources naturelles, donc écosystémiques à l'œuvre, est telle qu'elle rend les scientifiques plutôt inquiets parce qu'ils sont plutôt prudents dans leur schéma, dans leur modèle. Et pour l'instant, on a plutôt tendance à valider ce qu'ils ont fait et à dire en fait, vous avez été trop prudent. C'est ce qui se passe sur le climat, par exemple, ou sur la fonte des pôles qui s'est encore accélérée en fin d'année dernière. Donc il y a cette espèce de tension entre un point de bascule plutôt positif et des choses qui s'accélèrent sur le front des écosystèmes. Voilà. Cette tension-là sera résolue à long terme, c'est absolument certain. Comment le sera-t-elle? C'est difficile à dire, mais ça demande d'être vigilant et de ne pas imaginer que parce que tout ça est en cours et que toutes les bonnes nouvelles qui sont là sont en cours, de ne pas imaginer que ça suffit. En fait, c'est très intéressant, mais ça suffit pas du tout. Il faut aller beaucoup, 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 beaucoup plus vite.